Cube Radio. Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter. Il faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé si tu veux. Un reportage qui nous a amené au cœur de la guerre des cartels dans l'État de Guerrero au Mexique, qui nous a amené voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. Je vous conseille de ne pas le manquer. Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Illico dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014. Alors, nouvelle saisie de drogue. 80 000 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés à Montréal. Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir. L'invité qu'on vous présente aujourd'hui a une histoire assez particulière parce que malgré le fait qu'il a passé 8 ans de sa vie dans une prison thaïlandaise condamné à mort pour une histoire de trafic d'héroïne, le Québécois Alain Olivier n'est pas un narcotrafiquant. Son histoire ressemble plutôt à un genre de Making a Murderer du monde de la drogue. C'est un récit d'erreur sur la personne, d'opérations policières qui a été malmenée, de vie brisée. Vers la fin des années 80, le Québécois s'est retrouvé au cœur d'une immense opération de la GRC qui visait à démanteler un réseau de trafic d'héroïne. Les autorités pensaient alors qu'Alain Olivier était une grosse pointure du domaine, mais en réalité, il était juste un toxicomane. Ils l'ont embobiné dans une gamique qu'on appelle aujourd'hui une opération Mr. Big. Une histoire où, s'il n'y avait pas eu d'incitation de la part d'agents doubles, il n'y aurait pas eu de crime. C'est assez unique, les cas de Mr. Big au Canada. En fait, c'est toujours la dernière, si tu veux, tentative quand on n'est pas capable d'épingler un suspect, c'est de lui monter une opération Mr. Big. Mais l'histoire qu'on va entendre d'Alain Olivier, c'est vraiment pas ça, un Mr. Big. Ben, c'est un Mr. Big qui a vraiment échoué. Puis c'est quoi un Mr. Big qui fonctionne? Bon, un Mr. Big qui fonctionne, il y a 2 cas qui ont été extrêmement médiatisés, entre autres au Québec. Il y a le cas d'Éric Daudelin, c'est le meurtrier de Joliette-Campeau. Ça, c'est à Laval, le cas le meurtre de Joliette-Campeau. Et il y a le cas d'Alain Perrault, qui, lui, dans la région de Québec, a aussi été l'objet d'un Mr. Big. Dans les 2 cas, ces 2 personnes-là ont été condamnées. Qu'est-ce que c'est un Mr. Big? Donc, quand on sait qu'une personne a commis un crime, puis qu'on est certain que c'est lui le suspect, puis qu'on a utilisé toutes les techniques d'enquête et qui n'ont pas fonctionné. Ça arrive souvent, hein? Les policiers, d'habitude, dans plusieurs cas, là, ils savent c'est qui a fait le meurtre, mais ça leur prend la preuve suffisante. Et dans de rares exceptions, la justice va autoriser une opération Mr. Big. Une opération Mr. Big, c'est extrêmement encadré par la justice. C'est des scénarios 1, 2, 3, 4, 5, 6, il peut en avoir 100 scénarios dans lesquels on va faire croire au suspect d'un meurtre, exemple, qu'on l'enrôle dans une organisation criminelle et qu'on le recrute pour faire partie de cette organisation-là. Et c'est des agents doubles qui jouent des rôles. C'est des policiers qui jouent ces rôles-là. Donc, ils jouent tous des rôles de bandits, les policiers, à ce moment-là. Puis dans le cas, exemple, d'Alain Perrault à Québec, au final, pour faire partie du gang de criminels, ben ce que le gang exigeait, c'était d'avoir tué. Alors, il a confessé son crime. Alors, il a confessé le meurtre. Et il a été accusé, il a été reconnu coupable. Mais dans le cas d'Alain Olivier, c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Premièrement parce que il y avait une erreur sur la personne puis qu'il était pas coupable des choses dont on le soupçonnait.
Fait qu'Alain Olivier, maintenant, il est dans la soixantaine. C'est un homme de Drummondville qui avait une vie assez bohème, mais aussi pas une vie de narcotrafiquant. Il termine un livre, d'ailleurs, sur sa vie et ça sera aussi raconté dans un film hollywoodien qui met en vedette Josh Hartnett, le grand retour de Josh Hartnett, Jim Gaffigan et Antoine-Olivier Pilon, qui est l'acteur de Mommy, qui joue le rôle, lui, d'un jeune Alain Olivier. C'est le père d'Antoine-Olivier Pilon, qui est tenancier d'auberge en Gaspésie, qui m'a présenté Alain Olivier. Comment ça? Je voyageais en Gaspésie l'été dernier. Je suis restée dans son auberge complètement par hasard, sans savoir que c'était lui, sans le connaître. Puis pendant le déjeuner, on a jasé. Je lui ai dit que j'étais journaliste. Il m'a dit « Ah, mon Dieu, j'ai une histoire pour toi. » Puis là, il m'a parlé du rôle que jouait son fils, là, d'Antoine-Olivier Pilon, qui allait jouer le rôle de cet homme, Alain Olivier, qui avait été accusé de toutes ces choses-là. Il était devenu ami, lui, avec Alain Olivier, et puis il a dit « Est-ce que tu veux le rencontrer? » Fait que j'ai dit oui, certainement. On est allé prendre quelques cafés, et voilà. Là, on l'accueille en studio. Boum! Qui es-tu? Probablement la personne la plus terre à terre que le monde n'a pas connue, mais ça paraît pas tout le temps, mais personne qui a passablement d'expérience de vie aussi. Ouais. On va commencer en 87. T'habitais alors à Gibson, une petite ville en Colombie-Britannique. Qui étais-tu à cette époque-là? Pourquoi étais-tu là-bas? Je plantais des arbres, je travaillais sur la construction, puis à la fin d'une saison de tree planting, je suis retourné à Gibson, puis je suis parti en voyage. Puis lorsque je suis revenu de voyage, j'étais accroché à l'héroïne. J'avais passé pratiquement 3 mois dans le sud-est asiatique. En tout premier lieu, lorsque je suis revenu de Katmandou au Népal, quand je suis revenu à Gibson, c'est un ami qui m'a introduit à ce bonhomme-là, qui disait que ça faisait comme 1 mois qu'il était là depuis le jour de l'an 87. Puis il est arrivé avec son bateau. Puis il m'a été présenté, justement, comme c'était un Québécois en plus, parce qu'il parlait parfaitement français. Il disait qu'il venait de la Gaspésie, mais que son père était anglais. Mais en fait, c'était un nom fictif qu'il avait. Puis tout le monde semblait l'aimer et tout. Puis il nous a amenés à la pêche, à tous les jours, gratuitement sur son bateau. Puis peu à peu, on s'est connus. Puis moi, j'avais un peu d'héroïne, fait qu'il en a fait un peu avec moi sur le bateau, à quelques reprises. C'est une rencontre qui a changé ta vie. Parle-moi de ce qui s'est passé quand tu as rencontré cet homme-là. Mais peu à peu, j'ai réalisé que le bonhomme, c'est un gars qui avait quand même passablement d'expérience de vie, puis qui avait quand même fait la fête, et un peu comme moi aussi qui faisait la fête, puis on est partis en compagnie ensemble pour ouvrir justement la compagnie qui s'appelait Gibson Charter. On se spécialisait en pêche au saumon. Glenn Berry, en fait, c'était pas juste un pêcheur. C'était un agent civil de la GRC nommé Jean-Marie Leblanc. Puis lui devient convaincu qu'Alain Olivier est beaucoup plus qu'un hippie accro à l'héroïne. Il pense que c'est un kingpin qui est en contact avec d'importants marchands d'héroïne dans le célèbre Golden Triangle. Pour ceux qui ne savent pas, le triangle d'or, c'est en Asie du Sud-Est d'abord. Donc, ça comprend le Laos, en fait, une partie du Laos, une partie de la Birmanie, une partie de la Thaïlande. Il y en a certains qui incluent le Vietnam, une partie du Vietnam dans ça. Mais ce qui est important, c'est que dans le triangle d'or, c'est le 2e producteur d'opium mondial après l'Afghanistan. Donc, évidemment, que Alain Olivier a eu toutes les raisons d'aimer cette partie du monde, disons, dans son ancienne vie. En tant que toxicomane. Mais à l'insu d'Alain Olivier, Glenn Berry commençait à parler de lui à ses collègues à la GRC en l'encadrant ou en le faisant sembler comme un grand narcotrafiquant. Dans les semaines qui ont suivi notre association, il m'a présenté à un de ses amis. Il est allé leur dire que je contrôlais toute l'héroïne sur la côte ouest à l'époque. Parce que quand je suis revenu d'Asie, j'étais accroché sur l'héroïne, puis je n'avais quelques grammes pour ma consommation personnelle. Alors, comment tu vas de junkie à narcotrafiquant, kingpin de l'héroïne? Comment est-ce qu'ils ont tiré cette conclusion-là? Non, mais ça serait probablement eux autres de l'expliquer, mais en bout de ligne, je crois tout simplement qu'ils cherchaient à justifier leur opération. T'es tombé là-dedans. Puis, je suis arrivé, moi, là, à mauvaise place au mauvais moment quand je suis tombé sur Glenn Berry. Puis, en leur disant ça, lorsqu'ils ont checké ma date de naissance, mais
Il y a des antécédents criminels qui sont sortis qui appartiennent à un autre individu. C'est une erreur sur la personne. C'est une erreur sur la personne qui est arrivée. Mais comment ils ont pu se tromper de gars? Ils se sont trompés de gars. Alain Olivier revenait de Thaïlande. Oui, il avait voyagé dans le Triangle d'Or. Oui, il aimait l'héroïne, mais il n'y avait pas de dossier judiciaire. Ils l'ont confondu avec un autre individu avec la même date de naissance. Ils s'en rendent pas compte tout de suite. Puis il embarque Alain Olivier dans toute une pièce de théâtre avec deux nouveaux personnages qu'il va nous présenter, Barry Bennett et Denis Massy. C'est des agents de la GRC, mais Alain Olivier ne le sait pas tout de suite. Au mois de juillet, j'ai rencontré Barry Bennett puis son associé Denis Massy, qui m'ont été introduits comme étant des membres de la mafia, du crime organisé à Vancouver, qui étaient apparemment aussi des amis à Glenn Barry de longue date. OK. Puis ils m'ont demandé si je serais prêt à les aider. Moi, je leur ai tout simplement dit que je connaissais personne là-bas, sauf des chauffeurs de tuk-tuk. Mais à mesure que l'opération a commencé à débouler, la façon qu'ils ont décrit mes conversations avec eux, ils m'ont décrit comme étant un trafiquant majeur, puis un importateur majeur d'héroïne, puis aussi de cocaïne, puis il n'y avait absolument rien de vrai. Puis ils disaient aussi que j'avais un record criminel, ce qui était pas vrai. Puis une semaine après cette rencontre-là, alors que j'étais à la marina un vendredi, Glenn Barry m'avait avisé quelques jours avant que Barry Bennett viendrait à la marina pour emprunter le bateau pour le week-end. Le bateau sur lequel je vivais, en fait. Fait qu'il est arrivé le vendredi, puis il était avec un inconnu que je connaissais pas. Puis je l'ai jamais revu, lui non plus. Puis quand il est revenu le dimanche, justement, le grand inconnu était disparu. Puis quand je suis rentré, j'ai embarqué sur le bateau après que Barry Bennett ait quitté, en me regardant avec des yeux glacés, mais j'ai vu qu'il y avait du sang sur le bateau, puis il y avait des balles vides de 9 mm. Alors là, toi, tu pensais que t'avais été témoin d'un crime, d'un meurtre? Ben, témoin, mais aussi je suis devenu en quelque sorte un accessoire à ça. Du moment que je me suis mis à toucher les balles vides de 9 mm qui étaient par terre, à ce moment-là, tout de suite, je tombais un accomplice de suicide quelque part, et je crois qu'il le savait bien. Donc peut-être qu'il s'attendait même à ma réaction, parce que quand je suis retourné voir Glenn Barry avec les 2 balles vides de 9 mm, j'ai demandé c'est quoi ça. Donc, il monte un scénario de meurtre. Alain Olivier pense qu'il a été témoin de quelque chose d'absolument horrible, alors il se sent vraiment piégé. Il peut pas vraiment abandonner ces gars-là. Il se sent piégé, au fond, parce que lui, ce qu'il se dit, c'est « ça y est, j'ai été complice de ce meurtre-là. À la limite, j'ai du sang sur les mains. » Du moment qu'un corps policier ou leur agent doivent aller plus loin que faire une demande ou une proposition à quelqu'un, à ce moment-là, ça devient de l'entrapment. Quand c'est rendu que les policiers sont à faire des scénarios de meurtre pour faire croire à des gens que c'est des tueurs à gages puis que c'est des criminels. C'est un scénario de Mr. Big, en fait. Ben, en fait, j'ai toujours dit, depuis que j'ai entendu parler des scénarios de Mr. Big, que moi, en fait, j'ai été la première victime vraiment d'un scénario de Mr. Big au Canada comme ça. Mets-toi dans la tête, à ce moment-là, Alain Olivier, c'est un junkie. Donc, notre jugement, à nous, aurait été différent. Lui, il se met à capoter. Il dit, c'est pas vrai que je vais me faire arrêter pour complicité de meurtre. Alors, il ferme sa gueule. Fait qu'il se sent pogné, il est sous leur emprise, puis, tu sais, eux exercent un pouvoir sur lui, puis ils veulent utiliser ce pouvoir-là pour l'envoyer en Thaïlande. La mission, c'est qu'il aille en Thaïlande acheter de l'héroïne, parce qu'ils pensent qu'Alain Olivier va les mener au gros réseau de trafic. Après le scénario de meurtre, ils ont été 18 mois après moi. Ils m'ont chassé à travers le Canada. Ils sont même venus ici au Québec 2 fois. Ils voulaient absolument que j'aille chercher un sample d'héroïne là-bas en Thaïlande parce qu'ils voulaient absolument, eux autres, s'ouvrir une nouvelle business ici au Canada qui était l'héroïne plutôt que la cocaïne, parce qu'au moment où je les ai rencontrés, ils arrivaient de la Colombie, apparemment avec un container plein de coke, mais ils voulaient changer leurs assets parce qu'ils disaient que la cocaïne, c'était plus aussi payant. Puis ils voulaient avoir quelqu'un qui pourrait les introduire à une source d'héroïne en Thaïlande. Est-ce que t'en avais une source d'héroïne en Thaïlande? Moi, à part les chauffeurs de tuk-tuk, j'en avais pas. C'est facile en Thaïlande. T'arrives... Surtout, moi, je suis pas gêné, pareil que peu importe où ce que je vais, puis
Sûrement, j'étais arrivé en Thaïlande. Quand j'en ai demandé la première fois un chauffeur de tuk-tuk, il s'est pas gêné de m'en trouver, puis ça n'a pas été long. Puis à toutes les fois que je l'ai demandé, je n'ai eu. Ce que le gouvernement canadien ici, puis la GRC dénie, disent que c'est difficile de trouver de l'héroïne en Thaïlande. Coudon. Mais ça, t'as raison, Alain, là-dessus. Il faut comprendre la différence des mœurs criminelles dans les pays sud-est asiatiques, puis des mœurs criminelles des narcotrafiquants, disons, colombiens, mexicains, puis canadiens, où c'est basé sur une relation professionnelle, de confiance, des personnes que l'on accrédite en quelque sorte, puis dans le sud-est asiatique où ça fonctionne, disons, de manière plus aléatoire. Là, on peut sûrement quand même obtenir une bonne quantité assez facilement. Une bonne quantité ou juste... Ah non, tu peux avoir une bonne quantité. Si le Thaïlandais te fait confiance puis il sent pas qu'il y a des polices autour, à ce moment-là, s'il peut arrondir sa fin de mois, il va le faire. Je veux dire, c'est sûr que pour les Canadiens, les Nord-Américains, ici, c'est des choses qui semblent peut-être difficiles à comprendre. Mais quand tu demeures dans un pays dont la frontière avec le Laos puis la Birmanie, ce qui contient le triangle d'or, à l'époque produisait 450 tonnes métriques d'héroïne par année. Pour aller dire que c'est difficile à trouver, c'est parce que t'as pas cherché. Puis même eux autres, qui prétendaient que c'était pas facile de trouver de l'héroïne. Lorsqu'on leur a demandé ici, après ça, avez-vous déjà demandé à un Thaïlandais qui vous trouve de l'héroïne? Ils ont dit non. Pour retourner à son périple, après 18 mois d'acharnement, ses amis, qui ne sont pas vraiment ses amis, qui sont en fait des agents doubles de la GRC, fait que Glenn Barry, Barry Bennett et le reste de la gang, ils finissent par l'avoir à l'usure et réussissent à le convaincre d'aller avec eux en Thaïlande. Puis la transaction va se faire à Chiang Mai, qui est dans le nord du pays. Quelques semaines après, ils ont payé mon ticket d'avion parce que c'était dans le deal qui payait toutes mes dépenses pour aller en Thaïlande, ce qui, encore une fois, est illégal. Mais non seulement ça, c'est que moi, en allant là-bas, eux autres, la promesse qu'ils m'avaient fait, c'était de me donner 10% de la quantité de l'héroïne qu'ils voulaient acheter. Eux autres voulaient avoir entre 5 et 10 kilos. Fait que ça me donnait entre 500 grammes puis 1000 grammes d'héroïne pure, puis j'étais un accro à l'héroïne. Puis encore une fois, ils n'ont pas trouvé aucun problème avec ça, que c'était une bonne chose. Je crois que c'était un peu comme donner une bouteille d'alcool à un alcoolique pour lui demander un service, là. De me faire offrir une telle quantité, c'était comme m'offrir le paradis en même temps, là. Là, finalement, il a obtenu de l'aide. C'est un ami canadien. Il l'a mis en contact avec un chauffeur de tuk-tuk. Le monsieur s'appelait Porn, d'ailleurs. Porn, c'est un nom commun en Thaïlande. Mais là, donc avec l'aide de Porn, Alain Olivier, ce narcotrafiquant-là d'envergure mondiale, comprends-tu? Comme tu le dis, s'en va à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. En autobus. Comme un vrai narco. Comme un vrai narco, oui, c'est ça, en bus. Et là, il rencontre un autre gros narco qui est un chauffeur de tuk-tuk qui s'appelle Porn. Bon, tout ça pour souligner finalement l'ironie, l'amateurisme de toute cette opération-là. Déjà, la police aurait dû voir que s'il s'en va chercher sa cargaison à partir d'un chauffeur de tuk-tuk, ça marche pas, tu sais. J'étais allé les introduire à Porn. Puis on est allé pour voir sa sœur. Sa sœur a refusé de transiger avec eux autres parce qu'il y a des enfants autour de la maison. C'est dans le bidonville de Bangkok. On fait pas affaire avec les triades chinoises, là. On parle de gens bien pauvres, là. Elle était coiffeuse pour nourrir ses enfants, puis elle vendait un peu d'héroïne, puis ils connaissaient du monde qui en avait, par contre. Puis qu'est-ce qu'on est arrivé là-bas, puis la transaction a avorté parce qu'elle pensait qu'il était possiblement des polices, puis il y avait des polices qui avaient été autour. Là, la pression a été mise sur moi. Eux autres, ils avaient investi beaucoup d'argent là-dedans. Il n'était pas question qu'ils reviennent ici les mains vides. À ce moment-là, ils m'ont mis encore plus de pression. Même que Barry Bennett, je me rappelle, dans la chambre d'hôtel, il est allé dire there's gonna be some fucking unhappy people back home if that fucking thing doesn't work out. À ce moment-là, il me restait 4 $ américains dans mes poches. C'est eux autres qui me donnaient mon argent pour ma chambre, pour ma nourriture, puis pour ma consommation d'héroïne. Je pouvais même pas prendre un autobus pour revenir à Bangkok pour sortir du pays. T'es vraiment piégé. J'étais piégé là-bas, puis ils savaient pertinemment, malgré toutes les dénis qu'ils ont fait à cet effet-là. Parce qu'en contrôlant les cordons de la bourse, ils étaient en mesure de... Ben, c'est bien exprimé, oui. En contrôlant les cordons de la bourse. Parce que moi, pas d'héroïne, je pouvais pas vivre.
Finalement, le chauffeur de tuk-tuk leur trouve un plan B, une autre source d'héroïne, et c'est là que tout s'effondre. C'est un moment qui, bien évidemment, hante encore Alain Olivier. Puis au moment de faire la transaction avec les deux petites Thaïlandaises qui venaient juste d'arriver dans le décor, il était absolument inconnu. Derek Flanagan s'est fait tuer dans une escarmouche à l'arrière du truck durant la transaction. La crise n'affecte pas seulement la santé des Québécois, elle touche aussi toute l'économie du Québec. Cube Radio et Porte-Monnaie unissent leurs forces avec la campagne Achetons au Québec. Vous êtes entrepreneur ouvert en période de crise? Rendez-vous sur le site cube.radio/pub et décrivez en quelques mots votre entreprise. Cube Radio et Porte-Monnaie pourraient aider votre entreprise en vous offrant une offensive publicitaire complète d'une valeur de 10 000 $. Chaque semaine, 2 entrepreneurs d'ici seront sélectionnés et pourront mettre en valeur leurs produits faits ici. Achetons au Québec. Une initiative de Cube Radio, Porte-Monnaie et Québecor. Essentiellement, ce qu'il dit donc, c'est que la transaction d'héroïne s'est faite, et quand ça s'est fait, cette transaction d'héroïne-là, il était debout autour d'une boîte de camion, puis c'est là que les agents doubles de la GRC sont un peu démasqués, dans le fond, et qui ont tenté de faire leur loi. Ça vire en bataille, puis il y a un des policiers impliqués, le Canadien Derek Flanagan, qui est mort parce qu'il reçoit une balle. Ben, les détails sont très contestés, en fait. Fait que la version d'Alain Olivier, c'est que Derek Flanagan, l'agent de la GRC, a été atteint par un tir ami. Un de ses collègues l'aurait accidentellement tiré dans la tête. C'est comme ça qu'il est décédé. Mais la version officielle de la GRC, c'est que Derek Flanagan serait plutôt tombé du camion et mort d'une blessure à la tête. Ben, moi, j'étais dans la ruelle, j'ai entendu le coup de feu. Puis il y a Jim Girdlestone, qui est un autre membre de la GRC, qui était lui, soi-disant, pilote d'avion, etc., etc. C'est lui qui m'a ramassé puis qui m'a jeté dans un fossé. Puis c'est en me relevant les yeux qu'on a vu le camion, les lumières du camion à la noirceur derrière, les lumières à break ont allumé, puis on a entendu le coup de feu juste un petit peu avant. C'est là que Girdlestone m'a dit « Where is your fucking gun? Who's got a gun? » J'ai dit « Il n'y a pas personne qui a d'arme à feu. » À ce moment-là, je ne savais pas encore, moi, ce qui était arrivé. C'est juste quelques minutes par la suite que je l'ai appris. Mais il y a un agent de la GRC, l'officier de liaison Ken Kelly, qui est arrivé en courant. Il criait, il disait « One of us got shot, one of us went down ». Mais il m'avait pas vu derrière, dans le véhicule. C'est là ce qu'il m'a vu, la face qui a changé. Tout à coup, je venais d'apprendre que c'était Flanagan qui s'était fait tirer. Puis One of Us, qu'est-ce que ça te disait? C'est un de nous autres, parce que lui, c'est un agent de la GRC. Est-ce que tu constatais à ce moment-là que c'était des policiers? Ah oui, du moment que j'ai entendu que Kelly criait « One of us got shot, one of us went down ». T'as tout compris à ce moment-là? Ben, tout compris. Ou presque, disons. Je savais que j'étais tombé le témoin d'une grosse cause qui était pour se ramasser, bien politique, de se ramasser devant les tribunaux à prime abord. Là, qu'est-ce qui me restait à savoir si c'était Flanagan ou Barry Bennett qui était tombé du camion, parce que Barry Bennett se battait lui aussi dans la boîte du camion. Mais au lendemain des événements, tous les journaux, la radio, la télévision en Thaïlande ont tous déclaré qu'il avait reçu un projectile derrière la tête. Les docteurs à l'hôpital de Chiang Mai ont témoigné dans les journaux puis aux médias qui avaient tiré une balle derrière la tête de Flanagan. 2 jours après que ces articles de journaux-là sont sortis, tout à coup, il n'y avait plus de coup de feu. Il y a eu un reenactment qui s'est fait de toute la scène durant la transaction, pendant le temps que Flanagan est mort. Tout a été recréé. Il y avait des polices thaïlandais qui jouaient le rôle de Flanagan, puis tu le voyais, qui tombait en bas du camion et tout. Il n'y avait plus de coup de feu tout à coup. Pourquoi? Il y avait un maquillage là, de cette scène-là. Ben, ils ont fait un maquillage. Moi, j'ai toujours protesté, même durant le reenactment, comme je l'ai écrit dans mon livre. Puis même les médias ont posé des questions, mais ça n'a pas rien changé. Il y a une autre autorité, à un moment donné, qui est allée dire qu'il n'y a jamais eu de coup de feu, puis que c'est les médias qui souvent publient des reportages mensongers. Mais si c'est vrai ce qu'Alain Olivier raconte, pourquoi est-ce que la GRC aurait menti? Parce que selon Alain Olivier, la GRC peut pas faire
la loi en Thaïlande. Il y a une directive ministérielle qui dit que la GRC peut pas opérer dans des pays étrangers sans consentement du solliciteur général. Primo. Puis deuxièmement, à l'époque, la GRC, selon lui, toujours, n'avait jamais demandé de permission. Donc, c'est une histoire d'application de la loi, d'application des droits de la personne à l'étranger. Il dit aussi que quand la GRC est à l'étranger, il faut qu'ils demeurent passifs, qu'ils peuvent juste enquêter, être témoins des faits, pas le droit d'avoir d'arme à feu. Ça, ce qu'il dit, en fait, ils n'ont pas le droit de tirer avec une arme à feu. Si tu regardes, par exemple, les agents de la DIA au Mexique, ils peuvent pas commencer à mener, si tu veux, leur propre opération arrêtée sur le sol mexicain, traduire en justice sur le sol mexicain. Ils sont pas souverains, là. Mais dans la pratique, je pense que des fois, ça se passe autrement. On a contacté la GRC pour avoir leur version de cette histoire. Après un délai considérable, ils nous ont répondu que cette affaire avait eu lieu il y a des décennies, qu'il n'y avait personne en place pour commenter sur le contexte, pour donner leur perspective de l'affaire. Ils nous ont aussi dit que les techniques d'enquête utilisées étaient, et là je les cite, conformes aux exigences légales et politiques qui étaient en vigueur à cette époque. Puis là, c'était ma parole, un junkie, contre celle de la GRC. J'étais dans le véhicule de la police. Ils ont amené une des deux petites Thaïlandaises qui s'est fait arrêter avec moi. Puis c'est elle qui me l'a dit que Flanagan s'était fait tuer. Quel bordel incroyable. Puis ici, ils ont dit qu'il n'y a jamais eu de coup de feu. Barry Bennett, ni qui était derrière dans la boîte du truck. Girdlestone lui dit qu'il m'a arrêté dans la rue où le camion était stationné alors qu'il était un bloc plus loin. Tout a été changé, mais c'est leur parole contre la mienne. Puis le pire, c'est lorsqu'ils sont revenus au Canada, sans qu'il y ait aucune autopsie, ils l'ont incinéré contre le désir de la famille. Puis là, à ce moment-là, c'était ma parole contre la leur. Une fois que le corps est ensemble, il n'y a plus de preuves, là. Fait que retournons en Thaïlande. Là, tout ça se passe, t'es arrêté. On sait que les sentences pour la drogue en Thaïlande, c'est ultra sévère. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été condamné à mort. À mort? Ouais. J'ai été à procès pendant près au-dessus de 18 mois. Procès au cours duquel la GRC est venue témoigner, puis est venue se perjurer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils ont dit que j'avais un record criminel au Canada. Ils ont dit que j'étais un important trafiquant d'héroïne. Puis à ce moment-là, ils savent qu'ils ont la mauvaise personne? Non, c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'ils ne savaient pas. C'est pour ça qu'ils ont témoigné comme ça. Okay. Puis c'était moins dur, probablement, pour eux autres arriver ici. Après ça, quand je les ai amenés à procès, d'aller dire non, ils savaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, j'ai tous les transcripts des témoignages en Thaïlande. Mais ici, ils ont tout mis ça, qu'ils ont dit qu'il y a des erreurs de traduction. Dans tous les témoignages, ils ont dit que c'était des erreurs de traduction. Ce qui faisait leurs affaires, ils l'ont gardé. Ce qui faisait pas leurs affaires, ils l'ont fait sortir. Puis les juges, ils ont dit oui à ça. Ils ont dit c'est pas grave. C'est possiblement des erreurs de traduction. C'était un document officiel du procureur général, une traduction officielle de Bangkok, qui est envoyée par une maison attitrée, qui a été acceptée ici en preuve. Puis tout à coup, ils s'en alignaient tout le contenu. J'ai vécu, moi, avec tout ce poids-là en prison pendant des années. Il est vraiment pas dans n'importe quelle prison. C'est une énorme prison. On surnomme cette prison-là le Hilton de Bangkok. Il y a beaucoup d'ironie, finalement, dans cet épisode-là. Alors, c'est le contraire d'un Hilton, évidemment. C'est pas un hôtel de luxe. Puisqu'il a été trouvé coupable de trafic d'héroïne, il était condamné à mort, parce qu'en Thaïlande, les peines qui sont reliées aux stupéfiants sont extrêmement sévères. Moi, ce que j'étais, c'était en fait Bam Gwang Prison, qui est la plus grosse prison de sécurité super maximum. On était 8600 prisonniers quand je suis parti. Ça fait que ça fait beaucoup de monde à la shop. Puis les conditions, c'est un pays du tiers-monde, là. J'ai pas de lit, j'ai pas de toilette, j'ai pas de douche, je dors sur le ciment. J'ai pas de visite. Les visites que j'ai, c'est les membres de l'ambassade. Les membres de l'ambassade, en fait, quand j'ai été condamné, ils ont été 2 ans sans venir me voir, sauf peut-être une fois dans le temps des fêtes. Vous êtes combien dans ta cellule? Dépendamment. À Bambat, la première prison pouvait être jusqu'à 100 dans la cellule où j'étais. Puis à Bam Gwang, on pouvait être entre 30 et 40 dans une cellule qui faisait 24 pieds de long par 16 de large. Puis avec un trou dans le coin qui faisait office de toilette. Puis c'est un autre monde, là. T'as pas rien, t'as pas aucun confort, fait que
c'est soit que tu passes à travers ou que tu crèves. Puis moi, je me suis donné une raison de me battre, parce que je savais que j'avais été accusé à tort. Puis il y a une certaine rage qui véhiculait dans mon cœur à l'époque de faire la vérité. Puis c'est ça qui a fait en sorte que je me suis battu pour vivre puis revenir ici. Alain Olivier a arrêté de prendre des roues tout seul, pas de programme, pas de méthadone. Et puis à ce moment-là, c'est là qu'on est content parce qu'il y a un journaliste d'enquête qui arrive dans l'histoire, Victor Malarec. Il va l'aider à revenir au Canada parce que dans le fond, Malarec, ce qu'il va démontrer, il va démontrer que l'opération policière montée autour d'Alain Olivier, c'est ni plus ni moins qu'une incitation au crime. Ce que Malarec prouve même, c'est que le fameux rapport McEwen, donc, qui avait été écrit là-dessus, a été maquillé, caché, réécrit pour dissimuler des informations qui étaient sans doute extrêmement compromettantes à l'époque. Donc, on est devant une grosse opération de maquillage de la part du gouvernement. Surtout quand j'ai arrêté de faire de l'héroïne en prison en 92, quand je suis sorti du trou après 120 jours pratiquement dans le trou, là. Dans une boîte qui fait 50-55 Celsius, une boîte en ciment, d'un 4e étage au soleil. Attends, en prison là-bas, t'avais accès à l'héroïne? Ah oui, il n'y avait pas de problème. Okay. Il y a eu des perquisitions à coups de kilos d'héroïne en prison. Oui. Okay. Tu sais, quand des gardes gagnent 50$ par mois dans une tour, ils ont une femme, ils ont 4-5 enfants. Rejoindre les deux bouts, c'est pas facile. Fait que quand ils arrivent avec des gens qui ont des sous, puis qui sont prêts à acheter de l'héroïne, mais à ce moment-là, ils vont en profiter. On s'entend que c'est un pays du tiers-monde, puis c'est corrompu, la Thaïlande. J'ai tout arrêté parce qu'il y a un de mes amis qui est mort d'une overdose, j'ai pas été capable de le sauver. Puis c'est là que j'ai recommencé à me reprendre en main puis à m'entraîner, puis j'ai réalisé qu'avec tous les dommages que je me faisais avec l'héroïne, j'étais en train de faire exactement ce que mon gouvernement et le GRC souhaitaient. En 92, quand j'ai arrêté de faire de l'héroïne, mais je me suis repris en main. Je me suis mis à m'entraîner 6 jours par semaine. Je me suis attaqué au gouvernement quand je suis revenu au Canada, mais comme je l'avais promis à ma mère avant qu'elle meure, j'ai dit, je vais m'arranger pour faire la vérité. Parce que ta mère est morte pendant que tu étais en prison en Thaïlande. Elle est morte 6 mois avant que je revienne. Quand Victor Malarec a sorti son livre puis qui a exposé le cover-up qu'il y avait eu à Ottawa de l'enquête sur ma cause. Il y a un enquêteur qui avait écrit un rapport, Paul McEwen. Le 6 mars 91, le rapport avait été rédigé, mais il a été caché parce que c'était trop critique de la GRC. Puis le rapport d'enquête de Paul McEwen, il m'innocentait puis il exposait tous les faits qui sont arrivés dans cette cause-là. Mais ce rapport-là n'existe plus. Il a existé. Je l'ai déposé en preuve à procès, mais les juges n'ont pas tenu compte. Ici. Parce qu'il y en a une nouvelle version qui est sortie. Il y a une nouvelle version qui est sortie. Puis c'est ça que Victor Malarec avait exposé en 96 dans son livre Gothenstein, sur lequel justement on a basé le film, là. Donc, Victor Malarec, ce célèbre journaliste du Globe and Mail et de CTV, qui a travaillé d'arrache-pied sur ce dossier. Juste, parenthèse, il sera joué par Josh Hartnett, d'ailleurs. Je lui ai parlé au téléphone, je l'ai appelé après ma première rencontre avec Alain Olivier et il me dit que tout ce qui concerne le cas, il l'a repassé au peigne fin. Il croit vraiment qu'Alain Olivier dit vrai, qu'il est vraiment une victime d'un des plus grands scandales policiers de notre époque. Donc, au total, Alain Olivier a passé 8 ans et demi en prison en Thaïlande, du 19 février 89 jusqu'au 10 juillet 97. Et là où il aboutit après à Sainte-Anne-des-Plaines pour une sentence qui était censée durer plus de 30 ans, il a fait 4 mois. Parce que faut comprendre que les termes des services correctionnels de l'époque font en sorte que les détenus qui sont à leur première offense faisaient 1/6 de la peine. Donc, il a passé 1 an en transition. Ses conditions de libération se sont terminées il y a quelques années seulement. Puis pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est super important, les détenus qui en sont à leur première offense. Parce qu'il faut démêler cette histoire d'erreur sur la personne. On se souvient que la GRC avait basé toute cette opération sur le fait qu'Alain Olivier avait, selon eux, un long dossier criminel. Mais là, il s'était trompé de gars. Fait que la version de la GRC, c'est qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une erreur sur la personne en juillet 88.
Donc, 1 an avant les événements en Thaïlande, 1 an avant l'arrestation d'Alain Olivier. Selon leur guide opérationnel, une fois que tu découvres que t'as pas la bonne personne, ben, tu mets fin à tes démarches, tu cesses la pièce de théâtre. Mais eux, ils ont dit qu'ils ont continué leur travail parce qu'ils croyaient vraiment qu'Alain Olivier pouvait les aider à démanteler ce gros réseau en Thaïlande, qui avait besoin de lui. Mais là-dedans, il y a quelque chose qui cloche parce qu'en 89, donc lors du procès d'Alain Olivier en Thaïlande, après la mort de Flanagan, après tout ça, les policiers qui ont témoigné ont encore une fois dit que c'était quelqu'un avec un long dossier criminel. Fait que c'était-tu de l'ignorance? Est-ce qu'ils se sont parjurés? Alain Olivier dit que quand il est revenu au Canada en 97 et qu'il était détenu ici à Sainte-Anne-des-Plaines, il a découvert qu'il était encore associé avec ce long dossier criminel qui n'était pas le sien. Puis c'est en prison ici qu'il a réussi à prouver qu'il avait eu erreur sur la personne et qu'il a réussi à sortir de prison au final. Mais au fond, là, avec tous les dérapages qui ont eu lieu dernièrement dans les différents corps policiers, tant au Québec puis au Canada, est-ce que c'est pas cette histoire-là qui ferait en sorte que l'on pourra avoir une commission d'enquête, notamment aborderait l'histoire d'Alain Olivier? Parce que le comportement de la police dans ça, à sa face même, Victor Malarec l'a prouvé, ils se sont comportés comme des bombes. J'ai demandé des enquêtes publiques, que ce soit sous les conservateurs avec Mulroney, dans le temps de Brian Mulroney, puis Joe Clark, le ministre des Affaires étrangères. Par la suite, aussi sous le gouvernement libéral avec Jean Chrétien. Par la suite, sous Harper. Puis encore là, je viens de finir d'écrire d'autres lettres là, au ministre de la Justice puis au ministre de la Sécurité publique, parce que il y a des nouvelles choses qui sont apparues dans la loi dernièrement que j'ai découvertes la semaine passée. Sur les Mr. Big notamment? Ben, il y a le Mr. Big, en a qui a eu de la jurisprudence qui a bougé un peu, mais aussi sur des documents officiels du gouvernement. Là, quand tout ça se termine, tu décides que tu claques le gouvernement pour 27 millions, c'est ça? Oui, 27,5. 27, ça a été monté à 47,4 ensuite avec Maître Pearl puis Maître Audet. Puis, as-tu déjà pensé gagner? Ben, je crois que si la loi avait été suivie, ou s'il y avait eu un peu plus de bon sens, je vais essayer de peser mes mots, là, quand que des juges arrivent puis disent que tu étais psychologiquement apte à actionner la GRC, puis à ce titre-là, la prescription s'applique. Autrement dit, j'avais 3 ans pour les actionner pendant que j'étais en prison. Puis ils sont allés dire que la journée que je me suis fait enlever mes chaînes, j'ai vécu 42 mois avec des chaînes aux pieds. J'étais obligé, j'avais l'obligation légale d'actionner la GRC à partir de la Thaïlande, alors que j'avais pas un sou, j'avais pas d'accès à un téléphone, pas d'accès à d'avocat. Puis ils sont allés écrire, parce que M. Olivier était capable d'écrire des plaintes à la commission des plaintes de la GRC. Il était donc psychologiquement apte aussi, pas physiquement, psychologiquement apte à actionner la GRC puis le procureur général à partir de la Thaïlande, pour la raison suivante, parce qu'on m'avait enlevé mes chaînes en 92, puis je m'étais pris en main. Ouais, dans tout ça, le problème d'Alain Olivier, son problème du départ, en fait, c'est que lorsqu'il s'adresse aux tribunaux pour faire valoir ses droits, en première instance, on lui dit, t'aurais dû commencer à plaider ta cause plus tôt, parce qu'il y a un délai de prescription dans son cas. Sauf que Alain Olivier invoque que c'est vrai qu'il y a un délai de prescription, mais pas si tu es incapable de faire valoir tes droits. Si dans l'impossibilité de faire valoir tes droits, cette prescription-là ne s'applique pas. Exemple, dans une des pires prisons de Thaïlande, enchaîné, héroïnomane, complètement mêlé avec presque aucune possibilité de communiquer. Donc lui, il affirme qu'il n'était pas en mesure de les faire valoir ses droits. Quand on cherche dans le publicif, disons, aujourd'hui, avec ton nom puis ton adresse, est-ce qu'on tombe sur... T'auras pas rien, parce que moi, j'ai aucun dossier criminel. Je suis tenté. Pourquoi... C'est ça qui me fait halluciner quand même. Pourquoi moi, qui est un journaliste qui sait se débrouiller avec les outils, comme on dit, de sources publiques, comme les primitifs et tout ça, eux autres, ils ont été capables de se tromper là-dessus? Ben regarde, si moi je te donne mon nom avec ma date de naissance, puis il y a un record criminel qui sort, puis tu checkes pas nécessairement le prénom, ou ben non, tu t'en vas écrire dans des documents officiels de GRC que c'est probablement un autre nom, parce que cet individu-là, il y avait déjà comme 7-8 alias. Mais tu sais, pour moi, comme journaliste, ça serait une erreur hyper grave. Ben oui, mais tu perdrais ta job. Tu sais, ça fait longtemps que je travaille avec les journalistes, puis même avec les avocats.
Puis s'il y a une chose que j'ai appris depuis 20 ans que je suis revenu au Canada, que ça l'a été à travers les journalistes avec lesquels j'ai travaillé, il y en a que j'ai apprécié beaucoup parce qu'ils m'ont enseigné beaucoup, parce qu'ils m'ont enseigné la rigueur. Tu sais, quand tu te bats pour une raison que tu sais qui est noble, aujourd'hui, c'est devenu plus que ça parce que je me bats même plus pour moi, c'est au-delà de mes intérêts, tout ça. C'est au-delà de tous les intérêts, ça concerne tous les Canadiens. Si les juges de la Cour au Canada, que ce soit de première instance ou de la Cour d'appel, sont prêts à se fermer les yeux lorsque des membres de la GRC mentent à plein nez, sous serment, par rapport au décès de leurs collègues en Thaïlande, puis que la Cour peut pas le reconnaître, puis ils me traitent de menteur plus tôt, il y a un problème. Je commencerai pas à rentrer dans les détails par rapport aux conséquences. Je crois que le monde sont assez intelligents, incluant vous autres, pour voir quelles seront les conséquences. Quelles seront les conséquences? C'est quoi les conséquences selon toi? Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Ça fait des années qu'il se bat puis ça mène à rien. Ben, moi, je pense que le film va frapper fort. Et ce film-là, si, comme on nous le dit, devient assez populaire, entre autres, à Hollywood et fait beaucoup d'entrées au cinéma, j'ai l'impression que peut-être que le gouvernement va être un peu plus interpellé. Et puis, de toute façon, si Justin Trudeau se pose en grand défenseur des libertés civiles, des droits et libertés de la personne, probablement que ce serait peut-être un dossier dans lequel il pourrait intercéder. Une commission d'enquête. Une commission d'enquête. Parce que, tu sais, c'est un pouvoir quand même, un film aussi. Le livre aussi, parce que, en théorie, si tout va bien, on va faire tous les festivals à partir de l'année prochaine, incluant Cannes et un paquet d'autres festivals, le Festival de Toronto et tout. Puis ça va être la plateforme aussi pour lancer mon livre. Daniel Roby, même s'il a ramasser ça un peu pour les biens du film et pour éviter de se faire poursuivre. Il y a beaucoup d'effets relatés là, incluant la mort de Flanagan, le cover-up du rapport McEwen, un paquet de choses, de scénarios de meurtre. Tous les faits principaux ont été remis dans le film, puis ça va choquer. Ça, je suis convaincu. Puis si ça peut amener les gens à faire une réflexion, encore mieux. Le film de Daniel Roby sur l'histoire d'Alain Olivier s'appelle Gut Instinct. C'est basé sur un chapitre du livre de Victor Malarek qui, lui, s'appelle Seeds of Deception. L'autobiographie d'Alain Olivier devrait aussi être disponible autour du même moment.